Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre ce soir dans Question d'actu. Aujourd'hui, nous tournerons notre regard vers notre continent et le rôle que l'Algérie y a joué au lendemain de l'indépendance et même pendant dans certains cas. Un jour, en 1968, le leader de la lutte pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, Amilcar Cabral, déclarait « Les musulmans vont en pèlerinage à la Mecque, les chrétiens au Vatican et les mouvements de libération nationale à Alger ». Cette citation devient historique. Alger est longtemps considérée comme le phare de l'Afrique, une diplomatie naissante mise au service des causes justes, en soutien au peuple colonisé et victime de l'impérialisme et du racisme, par un pays qui vient de décrocher son indépendance après 7 ans de guerre. Alger est durant plus d'une décennie la Mecque des révolutionnaires. Entre l'Algérie et l'Afrique, les liens sont étroits, anciens et solides, scellés au plus fort de la lutte contre la colonisation. Le vaste élan indépendantiste qui a déferlé en Afrique a été suscité par notre lutte de libération nationale et son projet émancipateur. Une conférence placée sous le thème « La contribution de l'Algérie à la décolonisation de l'Afrique et à l'éveil du panafricanisme » s'est tenue lundi à Alger, coïncidant avec l'anniversaire du déclenchement de la révolution algérienne. On reviendra donc sur toute cette histoire. Avec nos invités sur ce plateau, nous avons l'honneur d'accueillir ce soir son Excellence, Monsieur Joaquim Alberto Chissano. Monsieur, vous êtes ancien président du Mozambique. Merci de nous avoir fait l'honneur d'être sur ce plateau ce soir. Merci. Nous avons l'honneur également d'accueillir Monsieur Abdoulaye Bathily. Bonsoir. Vous êtes ancien ministre d'État du Sénégal. Merci à vous, messieurs, d'avoir accepté notre invitation. Je le disais donc, vous avez participé à cette conférence, donc placée sous le thème « La contribution de l'Algérie à la décolonisation de l'Afrique et à l'éveil du panafricanisme ». Pour ceux qui ne le savent pas, à l'époque, Alger avait accueilli de nombreux mouvements de libération dans les années 60 à 70, de Nelson Mandela qui a reçu son premier entraînement militaire, à Che Guevara, de l'OLP, de Yasser Arafat au Front de libération du Mozambique, du mouvement pour la libération de l'Angola, au Front national de libération du Sud-Vietnam, des Black Panthers à l'Union populaire africaine du Zimbabwe, en passant par le Front de libération de la Bretagne et le Front de libération du Québec, sans oublier les guérilleros du Guatemala, Venezuela et du Nicaragua. Je ne pourrais pas tous les citer. En tout cas, tous et toutes passent par là. Alger était une étape obligatoire, obligée à l'époque. Monsieur le Président. Je n'ai pas compris la question. Est-ce que Alger, à l'époque, qui accueillait ces mouvements de libération nationale, pour ceux qui avaient cette volonté de libérer leur territoire, avait été inspiré finalement par la lutte armée qu'avait menée l'Algérie contre le colonialisme français? C'est vrai. Bon, nous, dans les colonies portugaises, nous avons suivi même la lutte de l'Algérie, même avant l'indépendance de l'Algérie. Quand nous étions des étudiants, on a eu à coopérer avec les étudiants algériens en France et avec d'autres Africains. Donc, notre inspiration a commencé là. Mais quand les mouvements de libération ont été créés au Mozambique, nous avons aussi voulu suivre l'exemple de l'Algérie en créant un front uni. Donc nous avons créé le Front de libération du Mozambique. Donc c'était déjà sur l'inspiration de l'Algérie qu'il y avait le Front de libération nationale. L'Algérie a fait la lutte armée avec du succès. Et lors de la formation du Front, nous avons décidé de demander à l'Algérie pour nous aider à former les hommes qui allaient déclencher la lutte de libération. Parce que nous avions arrivé aux mêmes conclusions que l'Algérie avait arrivé, que le colonialisme ne voudrait pas négocier notre indépendance. Donc il fallait le forcer par la force des armes. Oui. Et donc l'Algérie a répondu vite. Et c'était bon pour nous parce que c'était un pays africain qui nous a aidés. Et nous étions libres des connotations d'être entraînés par un pays de l'Est, par exemple, contre un pays de l'Ouest. Oui. C'était un pays africain qui nous a entraînés. Sur le même front. Et qui nous a équipés pour les premières armes. Les premières armes
qui ont déclenché la lutte de libération au Mozambique étaient des armes algériennes. Vous dites que les 250 premiers combattants qui ont participé au déclenchement de la lutte de libération Mozambique ont été formés sur le sol algérien. 250, parmi eux, c'était celui qui deviendrait d'abord les chefs des camps d'entraînement en Tanzanie, nos camps d'entraînement en Tanzanie, qui ont été créés avec l'appui du comité de libération de l'OEA, avec la participation d'un Algérien qui a été chargé d'accompagner cette mise sur place des camps d'entraînement de plusieurs mouvements de libération, qui s'appelait Nordine Jodi, que je viens de faire rendre visite aujourd'hui. Le premier ambassadeur en Afrique du Sud. Oui, mais à ce moment-là, elle était au comité de libération en 1963, au comité de libération à Dar es Salaam, et j'ai travaillé personnellement avec lui. Donc, parmi les 250, il y avait Samora Machel, qui est devenu, après le président de Frelimo, après la mort du président Edouard Mondlane. C'était le président Edouard Mondlane qui était venu ici pour demander cet appui de l'Algérie, accompagné par Philippe Samuel Magaya, qui était responsable pour le département de défense et sécurité. Et aujourd'hui, jeudi, c'est rappelé de lui, nous parlions de ça. Ce que fait, je veux dire qu'il y a des liens qui se prolongent dans le temps. Hein. Et bon, ça ne s'arrête pas là, parce que pour faire la lutte de libération, la lutte armée, il faut avoir un appui diplomatique. Et l'Algérie a fait aussi ça. On va revenir sur l'appui diplomatique. D'abord, on va rester sur cette question. Finalement, Alger était un passage obligé à cette époque-là, des années 60. Ça a inspiré un vent d'espoir pour les mouvements de libération. Eh bien, la lutte du Front de libération nationale ici en Algérie a été un élément fondateur du processus de décolonisation de manière générale, comme le président Chissano vient de le dire, mais de manière encore beaucoup plus particulière pour les anciennes colonies françaises. Oui. Moi, j'étais jeune à l'époque, à l'école primaire, quand les événements ont éclaté, l'événement du 1er novembre, parce qu'à l'époque, on ne parlait pas de guerre de libération dans les colonies françaises. Il y avait l'omerta. On parlait des événements d'Algérie. Oui. Mais cette lutte a eu des répercussions considérables, a ouvert la voie à une prise de conscience très nette. D'abord, parmi les étudiants, comme il l'a dit tout à l'heure, parmi les travailleurs qui étaient syndiqués dans les colonies françaises. Il y avait l'Union générale des travailleurs algériens, il y avait l'Union générale des étudiants d'Algérie. À Dakar, par exemple, à l'université de Dakar, il y avait l'Union générale des étudiants d'Afrique occidentale. Et évidemment, en France, la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France. Donc, la lutte de libération nationale en Algérie a inspiré une sorte d'engouement pour tous ceux qui, à l'époque, cherchaient des voies d'émancipation nationale. Et la voie pacifique ne fonctionnait plus? La voie pacifique ne fonctionnait pas, mais les conditions étaient différentes d'un territoire à l'autre. Bien sûr. Vous savez, après le déclenchement de la lutte, très rapidement, le colonisateur s'est aperçu que le rapport des forces était en train de changer très rapidement en faveur de ceux qui luttaient pour la décolonisation. Et c'est ce qui explique toutes les mesures qui vont être prises par
la France, notamment dans le cadre des réformes politiques, en donnant l'autonomie interne à certaines colonies. Il y a des conseils de gouvernement qui ont été créés. Certains leaders ont été cooptés dans les gouvernements français. Et par la suite, d'autres actions ont été engagées. L'appel pour l'Union française, le référendum de 1958, qui a été initié par le général de Gaulle. Tout cela pour bloquer le processus de radicalisation pour que l'exemple algérien ne fasse pas tache d'huile. Oui. Et c'était très net à cette époque. Ça avait bouleversé l'ordre de l'époque où on pensait pouvoir vaincre, on ne pensait pas pouvoir vaincre des colonies aussi puissantes. Vous-même, vous disiez qu'il y avait aussi cette lutte contre l'absence d'une voix forte, incapable de se faire entendre dans le concert mondial. Et c'est à travers la diplomatie que la voix des opprimés, la voix de ceux qui ont été colonisés a pu être entendue au niveau mondial. C'est aussi par la diplomatie, par la force de la diplomatie, qu'on a réussi aussi à vaincre ce colonialisme. Oui, notre lutte était à la fois politique, parce que nous mobilisions l'opinion de la population interne au Mozambique, pour qu'ils puissent comprendre les changements qui existaient dans le monde, et surtout en Afrique, après l'indépendance du Ghana, et les événements du Congo, etc. Donc là, il y avait une lutte politique. Les Portugais qui essayaient de convaincre nos peuples qu'ils étaient des Portugais, et nous, en expliquant que nous étions un peuple qui avait le droit à l'indépendance. C'est donc la lutte politique, c'était à la fois la lutte diplomatique, parce qu'il fallait gagner l'opinion internationale des peuples de tous les pays à notre cause. Et là, était une lutte armée, la lutte armée qui était devenue principale parce que les Portugais ne voulaient pas écouter la voix de la raison. Mais cette lutte armée, dans notre cas, n'avait pas une aile militaire et une aile politique. C'était une lutte politico-militaire. Donc tout le peuple se joignait à cette lutte en faisant plusieurs tâches d'appui, y compris les tâches qui ont été menées par les femmes. Les femmes qui étaient marginalisées, soit par la société localement, selon la culture locale, mais ils étaient aussi marginalisés par le colonialisme. Mais la lutte armée a eu une fonction d'éducation, de formation, même des esprits et de changement de mentalité. Et de valeurs. Hein. Et, des valeurs, et vous avez dit que le Mozambique a bénéficié du soutien diplomatique de l'Algérie. Sur quel plan? Comment? Parce que l'Algérie nous a donné d'abord des conditions de vie pour nos représentants en Algérie. Et de là, nous pourrions contacter une partie du monde, les Français, les Brésiliens, les Portugais qui habitaient ici et d'autres nationalités qui passaient ici. Et nous avions un bureau ici, financé par l'Algérie. Il y avait un soutien logistique, financier, militaire. Ce n'était pas seulement ça. C'est aussi aux Nations Unies. Il y avait des lobbies. En même temps que nous faisions des lobbies, l'Algérie nous apprenait comment faire certaines choses. Et le parallèle est vaste, parce que même pour les accords de Vienne, nous avons appris quelque chose. Hein. Oui, vous en parlez également. Quand nous sommes allés
vers la fin de la lutte armée, pour négocier avec le nouveau régime du Portugal, on s'est souvenu des accords d'Évian, qu'il y a eu des discussions même pour la forme de la table, oui. etc. Donc, tout a été étudié au préalable. Voilà. Mais il y a eu cet appui diplomatique de l'Algérie avant notre indépendance, mais aussi après l'indépendance. Vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Monsieur le Président sur le modèle de négociation mené à Évian, qui a exercé une influence importante sur le processus de décolonisation en Afrique? Et oui, parce que la lutte du Front de libération nationale a été, comme il vient de le dire, un modèle à la fois de résistance militaire qui a mené à la victoire. Parce qu'incontestablement, d'ailleurs, l'ancien président du Conseil au Sénégal, Mamadou Dia, qui n'est plus, a eu à dire que la lutte du peuple algérien a été exemplaire à tout point de vue pour les peuples sous domination coloniale française. La lutte armée, mais aussi la manière dont le combat politique a été mené sur le terrain, les négociations. Moi, j'étais à l'époque à l'école secondaire. Les négociations d'Évian ont marqué nos esprits. Ça a été une sorte d'école de formation. Ça a éveillé les consciences. Comment, après une lutte armée aussi dure, oui, une grande puissance a subi une défaite et était obligée de venir autour de la table. Ça, c'est extraordinaire. Vous voyez? Oui. Et donc, ça a servi de levain, en quelque sorte. Il y a eu un éveil de conscience aussi chez la population africaine, qu'elle ne devait plus être dominée, mais de jouir de ses richesses, de ses terres librement. Monsieur le Président? Je n'ai pas compris. Il était important pour vous, après tout ce qui a été vécu après le 1er novembre 1954, cela vous a fait comprendre aussi qu'il était important pour le peuple mozambicain ou tous les peuples africains de jouir de leurs propres richesses? Évidemment. Notre lutte, c'était la lutte pour libérer la terre et les hommes. Libérer la terre et les hommes, c'est-à-dire que la terre devrait servir le peuple. Et les hommes devraient être libres pour exploiter cette terre et tout ce que la terre contient à son profit. Parce que le colonialisme ne nous laissait pas faire ça. Oui. Nos forces étaient employées pour exploiter nos ressources en faveur de l'économie du colonisateur. Mais donc la lutte avait par but de renverser les choses et faire profiter la terre et tout ce qu'elle contient en faveur du peuple, oui, pour une vie meilleure. Oui. Et c'est à partir de ça qu'il y a eu cette adoption de résolution à l'OUA. Alger avait mesuré l'intérêt de faire proclamer le droit des peuples à contrôler leurs ressources naturelles. Je parle de la résolution de juin 71 qui affirme le droit inaliénable de tous les pays à exercer leur souveraineté permanente sur leurs ressources naturelles. C'était aussi une avancée importante? C'est très, très important. Mais ce n'est pas quelque chose de très facile de mettre en œuvre, oui, parce que l'ennemi cherche tous les moyens pour tout saboter. Donc la lutte a besoin encore d'être continuée pour que les ressources soient dans nos mains. Je viens cet après-midi de dire aux jeunes là que ils ont acquis un peu mieux de connaissances, de savoir-faire que nous, leurs parents ou leurs grands-parents. Et donc, ils ont l'obligation de maîtriser ces connaissances pour innover, afin que vraiment nous puissions mettre en valeur
nos ressources. Oui. La conquête est faite, mais on n'a pas terminé cette lutte. Pour revenir sur cette résolution avec vous, Monsieur Bathily, juin donc 71, c'était une avancée extraordinaire que de mettre ça par écrit au niveau de l'organisation de l'Union africaine. Le rôle de leadership que l'Algérie a joué dans ce qu'on appelait à l'époque le nouvel ordre économique international, c'est incontestable. Dans toutes les conférences internationales, la voix de l'Algérie était écoutée en tant que leader du mouvement des pays du tiers-monde. Dans le cadre de la CNUSED, la conférence des Nations Unies pour le développement. Et cela a produit beaucoup de choses. L'appropriation des ressources naturelles dans les pays, jusqu'à la création de l'OPEP, par exemple. Ça vient de là. Ça vient de là. La maîtrise, la création d'entreprises nationales pour contrôler les ressources naturelles, que ce soit les hydrocarbures, que ce soit d'autres richesses. Et donc, ce débat politique de l'époque a eu un retentissement extraordinaire. Et bien entendu, comme il l'a dit, les adversaires de cette option se sont réorganisés. Et on est maintenant dans une autre phase où on se pose beaucoup de questions. Aujourd'hui, l'Afrique fait face à ce défi. Comment, à nouveau, donner une nouvelle impulsion à cette lutte pour l'appropriation des ressources. Vous savez, tout le monde dit que l'Afrique aujourd'hui, c'est le continent de l'avenir. C'est vrai. Tous les regards sont tournés vers l'Afrique. La jeunesse africaine aspire à un nouvel ordre économique à l'interne et à l'international. Nos populations veulent vivre mieux, veulent profiter de leurs ressources naturelles qui sont abondantes. Mais aujourd'hui, quand on voit, j'ai l'habitude de dire que malheureusement, quand vous voyez le dispositif actuel du partenariat entre l'Afrique et le reste du monde, eh bien, la tendance générale n'est pas vers ça. Il faut donc redonner vie à l'esprit du 1er novembre, l'esprit d'appropriation de nos richesses. Et il y a, quoi qu'on dise, une nouvelle conférence de Berlin qui est en train de se dérouler sous nos yeux. La conférence de Berlin qui, à la fin du 19e siècle, a abouti au partage du continent africain entre les grandes puissances. Mais aujourd'hui, tout le monde dit oui, c'est le temps de l'Afrique. Oui, c'est le temps de l'Afrique, mais est-ce que c'est le temps de l'Afrique pour les Africains? J'ai l'habitude de dire qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que l'Afrique est comme un méchoui qui est sur la table et les partenaires viennent chacun avec son couteau et sa fourchette et prendre sa part. Et les populations africaines ne veulent pas de ce type de partenariat. Les populations africaines veulent un partenariat gagnant-gagnant. Et pour que ça puisse arriver, il faut qu'on s'organise, il faut qu'on s'unisse sur le continent. Un pays seul ne peut pas le faire. Donc il faut insuffler une dynamique nouvelle, donner une impulsion à la cause unitaire, à la cause pour l'appropriation de nos ressources naturelles. Comment arriver à cela, Monsieur le Président, aujourd'hui? Comment donner cette nouvelle impulsion? Il faut regrouper toutes les forces vives. Et il faut regrouper tous les Africains, y compris ceux qui se trouvent à la diaspora, qui ont beaucoup de connaissances et des expériences parce qu'ils ont vu ce que les pays développés font. Donc il faut une campagne pour récupérer ce cerveau. On avait essayé de faire ça une fois, de créer un centre d'études d'excellence à Abuja et qui serait répété dans un autre pays d'Afrique centrale et puis l'Afrique orientale. Je ne sais pas si ça continue maintenant, mais c'était l'idée d'avoir des élites qui sont éparpillées partout
de faire revenir et prendre conscience que nous pouvons faire quelque chose pour notre continent. Comme Dubois, qui était un de ceux de la diaspora, qui a pensé de la première idée de l'Union africaine. Oui. Et avec Nkrumah et avec Frantz Fanon, tout cela, ça peut être répété dans le point de vue de rassembler, assembler la connaissance des Africains. Il y a des Africains qui travaillent pour les pays développés. J'ai vu quand les Éthiopiens qui étaient aux États-Unis d'Amérique sont rentrés chez eux, ce qu'ils ont fait pour leur pays. J'ai vu un changement. Il faut créer ce cadre aujourd'hui pour pouvoir faire participer la diaspora au développement de leur pays. Vous êtes aujourd'hui, vous le disiez, hein, la population africaine a pris conscience ou rejette en tout cas cette forme de paternalisme qui ne cache rien d'autre que le néocolonialisme. On l'a vu récemment, les jeunes qui demandent à être traités d'égal à égal, d'État à État, c'est ce qui est demandé aujourd'hui. Est-ce qu'on se retrouve partie prenante et non pas de... On ne parle plus d'aide, on parle d'être partie prenante. Oui, et il nous faudra encore un travail. Et moi, j'insiste qu'il faut que ceux qui ont des points de vue éclaircis puissent transmettre cela le plus vite possible aux jeunes. Oui. Que nous formons. Parce qu'il y a des jeunes qui sont formés et puis se demandent quoi faire. Parce qu'il y a le chômage, mais il y a la connaissance. Il faut habituer nos jeunes gens à avoir des initiatives, des innovations, et d'être entrepreneurs. Parce que nous avons ouvert nos pays à l'économie de marché. On ne pourrait même pas résister. Il y a l'économie de marché partout, plus poussée ou moins poussée, mais partout, même en Chine, ça existe. Alors, mais la question c'est l'économie de marché pour servir à qui? Pour servir à des multinationales qui viendront de dehors avec de l'argent et qu'ils ramènent l'argent de retour à leur pays. Et il faut organiser pour que les entrepreneurs africains puissent produire pour le bien-être de leur peuple. Je ne dis pas qu'on ne doit pas laisser les étrangers qui viennent investir prendre une partie pour rapatrier. Ça, c'est bon. Et c'est le gagnant-gagnant dont le professeur est en train de parler. Mais il faut que nous, les Africains, sachions défendre nos intérêts. Si vous voyez par exemple la question de la pandémie du Covid, est-ce qu'on doit considérer que c'est acceptable que les Africains attendent aujourd'hui de manière humiliante que d'autres pays nous donnent comme une aumône du vaccin. Alors que sur le continent aujourd'hui, nous avons une masse critique d'expertise dans le domaine de la recherche médicale, de la pharmacopée, et à partir même de notre propre pharmacopée, et de manière générale. Nous avons des experts dans beaucoup de domaines. Les compétences y sont. Si la volonté politique des États pouvait créer une synergie pour créer des laboratoires, peut-être pas dans chaque pays, et puis individuellement dans un premier temps, mais au moins dans chaque région, dans chaque groupe de pays. Mais nous n'en serions pas là. L'Afrique aurait pu avoir ses propres vaccins plutôt que de tendre la main. Alors que nous en avons aujourd'hui les moyens. Donc nous avons les ressources naturelles. Nous avons aujourd'hui, 60 ans après les indépendances, une masse critique d'expertise
dans tous les domaines. Ce qui manque, c'est cette volonté politique. Divisés, nous serons affaiblis. Et dispersés, nous ne pourrons pas réussir notre développement. Alors, c'est pourquoi il est fondamental aujourd'hui de revenir à la question capitale. Se libérer dans une perspective unitaire. Oui. Rassembler les forces, les expertises et, dans le cadre de la synergie politique au sein de l'Union africaine, n'est-ce pas, créer les conditions de la libération du continent. Parce que nous ne pouvons pas continuer, 60 ans après les indépendances, que chacun essaye de s'en sortir. Ce sera très difficile. Il faut miser... Nous avons un exemple aujourd'hui même, que même avec les Européens, nous pouvons coopérer pour de bonnes choses, pour de bonnes causes. L'exemple que je voudrais donner, c'est d'une organisation qui s'appelle la EDCTP. C'est une association des scientifiques, des scientifiques africains et des scientifiques européens qui travaillent pour la recherche, les recherches médicaux, les essais médicaux, et qui ont réussi maintenant à découvrir le vaccin contre le palu, contre le malaria. Et mon pays a participé dans 2-3 phases de cette recherche. Et ça a donné certes, parce qu'il y a la volonté. C'est un exemple qu'il faut suivre. Il y a eu une conférence à Maputo, c'était un webinaire, et j'ai proposé que cet exemple soit porté à la connaissance, parce que ça a donné quelque chose de bon. Et il y a une unité, parce qu'il faut évoluer vers cela aussi. Et cesser d'être des ennemis d'un continent et l'autre, et arriver à coopérer. C'est possible. Mais d'abord, il faut que les Africains sachent ce qu'ils veulent. Oui, et où ils veulent aller. Avant, on le disait, dans les années 60, il y a le panafricanisme, c'était la libération. Aujourd'hui, comment faire revivre, renaître cette flamme, ces valeurs qu'il y avait eu à l'époque dans la jeunesse actuelle, quand on sait que le continent africain est à majorité jeune, et qu'aujourd'hui, il faut les retenir, leur faire avoir ce sentiment d'appartenance à leur pays. Comment faire renaître cela dans la jeunesse algérienne? Vous le disiez, il faut une volonté politique. Aujourd'hui, nous avons des moyens de communication qu'il faut transmettre ces idées. Il y a beaucoup de pertes de temps avec des petites choses dans les réseaux sociaux. Enfin, quelqu'un doit déclencher un processus de faire venir ces idées à la jeunesse, pour qu'eux puissent se organiser pour un panafricanisme autour de la science et de la technologie, de l'industrialisation de leur pays, de l'électrification de leur pays, et enfin, des techniques modernes. C'est un peu réinventer le panafricanisme à la sauce moderne pour la jeune génération montante. Comment faire aujourd'hui pour faire revivre ce sentiment? Eh bien, professeur, je crois que dans beaucoup de pays aujourd'hui du continent, il y a ce que je sens, une sorte de frémissement de l'idéal unitaire. Parce que la jeunesse d'aujourd'hui se rend bien compte que à l'intérieur des frontières nationales, des choses sont possibles, des progrès sont possibles. Mais la prise de conscience est de plus en plus nette que pour aller plus loin que ce que nous avons pu faire jusqu'ici, il faut être ensemble. Oui. Vous voyez, une multinationale vient. Les travaux de l'équipe de Thabo Mbeki sur les flux financiers illicites ont montré que plus de 50 milliards de dollars
sont perdus sur le continent africain chaque année sous différentes formes, soit par les multinationales, par les entreprises étrangères qui font du business de manière, disons, quelquefois illégale, à travers le processus douanier, à travers, bon, bien sûr, l'argent de la corruption et d'autres mécanismes. Tout cet argent est perdu. Si les Africains se mettent ensemble aujourd'hui, créent des entreprises, on met ensemble, le président l'a évoqué tout à l'heure, on met ensemble les entrepreneurs africains d'un pays à l'autre pour construire nos routes, nos ponts, pour transformer nos matières premières. Oui. Cela aura un effet multiplicateur. On parle du chômage. On ne peut pas parler du chômage tant que les règles actuelles du commerce international continuent et qui sont défavorables au continent. Oui. On ne peut pas créer de nouvelles entreprises tant que le pacte colonial qui existe depuis le 19e siècle régit les relations entre l'Afrique et le reste du monde à travers ces différents partenariats. Le partenariat du cheval et du cavalier. C'est ça qui prévaut jusqu'à présent. Ouais. Or, si nous arrivons à transformer nos matières premières, on va créer des industries agricoles, l'industrie légère, l'industrie lourde, et tout cela, nous avons les potentiels aujourd'hui de connaissances et de ressources humaines, et même sur le plan financier. Donc la libération totale se fera par le développement. C'est par ça. Et on ne peut pas, c'est une fiction de penser qu'on peut trouver du travail à ces millions de jeunes qui arrivent sur le marché du travail chaque année sans une transformation radicale de l'économie. Il faut changer de perspective dans l'orientation économique. On ne peut pas simplement être exportateur de matières premières. Tant qu'on est à ce niveau, l'Afrique deviendra après un trou où on aura enlevé toutes les matières premières et puis on va rester pauvre, on sera encore beaucoup plus pauvre. Les autres vont prendre ces matières premières, aller les transformer chez eux. D'ailleurs, la pandémie du Covid pousse certains à dire maintenant, nous allons faire l'entreprise chez nous-mêmes. Donc, ils vont prendre nos matières premières et aller faire de l'industrialisation chez eux, la transformation, et nous, on va rester, comme on dit, le bec dans l'eau. Oui. Pour revenir sur cette vision de l'ensemble, je vais reprendre, si vous le permettez, cette déclaration du feu président Ahmed Ben Bella, qui était la vision de l'Algérie. La libération de l'Algérie ne pouvait être complète qu'à la condition que l'ensemble du continent fût également débarrassé totalement de la domination étrangère et raciale. Il avait déclaré justement au sommet de l'Organisation de l'Unité africaine, où il avait exhorté ses pairs africains à mourir un peu, sinon totalement, pour parachever l'œuvre de décolonisation et mener à bien, bien sûr, à l'époque, la lutte contre l'apartheid et la discrimination raciale. On en est encore là, aujourd'hui, à devoir tous se sacrifier, tous pour une unité africaine. Voilà. Mourir un peu, ça veut dire donner un peu de nous pour la cause de la libération. Mourir un peu, ça veut dire donner un peu de notre sang. Oui. À cette banque de sang qui était encore Ben Bella qui avait parlé de banque de sang pour le mouvement de libération. Et ça, c'est quelque chose qui est nécessaire aujourd'hui aussi pour le développement. Il faut, comme le disait le professeur, être ensemble. Et chacun donnant le peu qu'il puisse donner de savoir et des ressources. Parce que nous avons essayé de faire la NEPAD et nous avons appelé cela le nouveau partenariat. Et l'Algérie a participé à travers le président Bouteflika pour la NEPAD. Et on s'est posé la question dans la commission où j'ai participé, pourquoi nouveau? Pourquoi nous appelons nouveau? C'est-à-dire, ce serait nouveau parce qu'il y aurait une nouvelle mentalité,
qui ferait à ce que nous allions mobiliser tout ce que nous avons et les ressources pour être indépendants et ne pas attendre l'aide extérieure. Et bon, nous avons commencé, mais les choses ne sont pas restées comme nous l'avions souhaité. Et un des problèmes, c'est qu'on n'avait pas pu terminer avec les conflits dans nos pays. Donc la paix devient un élément nécessaire pour que tous nos désirs puissent aller comme il faut. Les conflits que nous assistons un peu partout en Afrique ne nous aident pas. Et c'est par manque aussi de développement local. Ce que vous disiez, professeur, c'est qu'aujourd'hui, il faut investir dans le développement économique dans ces pays-là pour les sortir de ces conflits. Oui, il faut cela, mais en sachant que bon, l'ennemi ne dort pas. Hein, donc, comment le contrer si ce n'est par le développement? Il faut penser au développement. Appliquer tout ce que nous avons. Le président Nyerere l'avait dit aussi qu'il fallait faire l'utilisation maximum de nos ressources avant d'aller à l'extérieur. C'est l'esprit qui doit prévaloir. Savoir que nous avons des ressources et les peu de ressources que nous avons, mettons ensemble dans chaque pays d'abord, entre des pays après, et comme ça, jusqu'à ce qu'on atteint la région, la sous-région ou le continent. Et là, nous pouvons nous en sortir de la dépendance et aller vers le développement. Alors pour revenir sur les moments phares qu'il y a eu à l'époque à Alger, qui avait accueilli donc tous ces mouvements de libération, je voudrais qu'on parle de ce festival panafricain de 1969 qui avait marqué les esprits, non pas parce qu'il avait célébré le panafricanisme seulement par la culture et les arts, mais le festival a été également a une réelle dimension politique et à visée continentale, voire mondiale. Ça a donné une fenêtre un petit peu sur le continent africain. Est-ce qu'aujourd'hui, ce genre de manifestation peut aider également à recréer cette unité africaine? Non seulement ce genre de manifestation peut aider, mais on doit s'y engager, il doit nous aider. Parce que, voyez-vous, quand vous regardez les autres régions du monde qui mènent aujourd'hui, disons, tout ce qui se passe, l'Afrique ne parle pas d'une voix. L'Afrique doit afficher ses propres valeurs. Vous savez, aujourd'hui, les gens nous disent, n'allez pas avec tel partenaire parce qu'il risque de vous étrangler. C'est-à-dire, les gens veulent désigner nos amis à notre place. Alors que c'est nous qui devons nous mettre ensemble parce que c'est des problèmes africains d'un pays à l'autre. Nous devons nous mettre ensemble pour trouver des solutions africaines aux problèmes africains et cela est possible. Le président vient de le dire tout à l'heure, la question par exemple de la sécurité. Il y a des mécanismes de sécurité collective qui ont été établis sur une base sous-régionale, sur une base régionale. Si nous nous engageons dans cela, on pourra régler nos conflits et éviter les interventions étrangères qui ne font qu'aggraver ces conflits. C'est aussi ce qui est prôné par l'Algérie, un développement légal, respect du territoire. Absolument. Voilà. Il faut qu'on travaille ensemble. De l'intégrité des chaque territoires. région du monde affiche son unité pour avancer et ils viennent vers nous en espérant que nous serons divisés, dispersés pour pouvoir nous prendre les uns après les autres. Voilà. C'est pourquoi, encore une fois, c'est l'esprit du 1er novembre, de mon point de vue, c'est-à-dire l'esprit de résistance, de libération. Libération économique, libération sociale, libération politique, libération culturelle.
l'appropriation de notre histoire. Chacun raconte son roman national. Voilà. Et on ne veut pas que l'Afrique raconte son roman. Oui. C'est ce continent qui est le berceau de l'humanité. Oui. L'humanité est partie d'Afrique sur d'autres terres. Je pourrais ajouter que nous ne connaissons pas les uns et les autres. Nous, parfois, connaissons mieux l'Angleterre, le Portugal, la France, que nous-mêmes en Afrique. Nous sommes tournés plus vers le nord que sur nous-mêmes. Alors, il n'y a pas assez de confiance pour une coopération réelle. Oui. Encore, on se bagarre qui va arriver d'abord dans les poches des Français ou des Anglais ou des Américains. Nous faisons la compétition. Et nous n'avons pas un plan de développement conjoint. Oui. Une vision commune. Une vision commune. C'est ce que je disais un peu de la NEPAD, parce qu'on essayait de voir un peu plus loin. Maintenant, nous avons l'agenda 2063. Il faut travailler sérieusement si nous voulons mettre en œuvre un quart de ce qui est décrit là-bas. Si on réussit à faire ça, c'est déjà une réussite. Aujourd'hui, il y a une urgence dans la détermination de ce que veut l'Afrique, de où doit aller l'Afrique. Il y a une urgence aujourd'hui. Il y a une urgence, elle s'impose. Vous le disiez, nos ressources naturelles se tarissent également, donc il faut réagir. Absolument, les ressources naturelles ne sont pas inépuisables. Oui. Et le leadership africain, parce qu'aujourd'hui, force est de reconnaître que, si on est honnête, que nous avons une véritable crise de leadership sur le continent aujourd'hui. Cet esprit une vision collective, une volonté d'aller ensemble, de vaincre les obstacles ensemble, c'est quelque part perdu. Et le leadership actuel doit prendre conscience de ça sur le continent pour pouvoir entraîner la jeunesse, pour pouvoir entraîner les femmes qui sont des éléments les plus dynamiques de la société. Cette jeunesse aspire à un autre monde, vous voyez, et donc il faut un sursaut de conscience au niveau du leadership africain aujourd'hui. Si nous voulons nous affirmer comme acteurs majeurs dans le monde d'aujourd'hui, au lieu d'être simplement des supplétifs, des tirailleurs, pour des causes qui ne sont pas les nôtres. Il nous reste 2 minutes pour clore cette émission, messieurs. Aujourd'hui, donc, la solution à vous entendre, c'est la bonne gouvernance pour pouvoir mener le bateau, l'Afrique, sur les bons rails. Oui, la bonne gouvernance est absolument nécessaire. Il faut s'atteler à des valeurs. Chercher, d'abord, savoir quelles sont ces valeurs-là. Et avoir aussi une sorte de contrôle de ce que nous faisons pour savoir pourquoi les choses que nous faisons ne marchent pas. Ça, c'est possible. Il y a des indices internationaux qu'il faut utiliser pour voir et ne pas avoir honte de ne pas avoir réussi dans une certaine chose, mais savoir pourquoi. Et le corriger, si vous ne pouvez pas le corriger vous-même, celui qui viendra après vous pourra peut-être le corriger. Mais il faut cette volonté politique dont a parlé le professeur. Et de ce point de vue, nous devons nous rappeler cette pensée très forte de Frantz Fanon. Nous sommes ici en Algérie. Oui. Il disait que chaque génération doit découvrir sa mission, l'assumer ou la trahir.
Je crois qu'il y a une volonté, une aspiration très forte de la jeunesse, des femmes, à assumer leur mission. Le leadership doit être en adéquation, au diapason de cette forte aspiration. Et c'est ça le défi historique qui est aujourd'hui posé. Moi, je suis optimiste, comme le président, nous appartenons à une certaine génération, c'est notre rêve d'une Afrique unie, d'une Afrique indépendante, d'une Afrique libre, hein, dans l'esprit du 1er novembre, encore une fois, il faut revenir à ça. C'est sur ces belles paroles optimistes que nous terminerons cette émission. Merci, messieurs, monsieur le président, monsieur Joaquim Alberto Chissano. Je rappelle que vous êtes ancien président du Mozambique. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation, de nous avoir fait l'honneur d'être sur le plateau de Canal Algérie. Monsieur Abdoulaye Bathily, merci de nous avoir éclairé avec votre vision. Vous étiez ancien ministre d'État du Sénégal, également historien universitaire. Aujourd'hui, il était aussi important de transmettre toutes ces valeurs à la jeune génération. Vous qui avez été professeur d'histoire moderne et contemporaine à l'Université de Dakar. Merci à vous, messieurs. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne fin de soirée sur Canal Algérie. Au revoir et à très bientôt.